pour démarrer. Ouais. Okay. Et il y en a qui finissent leur club, mais comment? Parce qu'on leur comprenne. Okay. Bon, bah, de toute façon, c'est le quart d'heure réglementaire, là, c'est bon, Ouais, un quart d'heure. Donc, Ok. Bon. Donc là, il est 7h moins le quart. Je vais essayer de présenter les choses sans dépasser 30 minutes. Si je peux faire moins, c'est mieux. Hein, c'est un sujet tellement compliqué, je pense qu'il faudrait plutôt 20 heures, hein, minimum. Mais bon, sans même à la fin, on n'arriverait pas à des... Oula, je vais me décaler un peu parce que j'ai les yeux entre deux bambous. On a le bambou. Voilà, ça me fait loucher aussi. Ça, c'est pas garanti, ça, que je tombe pas. Voilà, ça va pas tarder. Parce que tout est précaire ici. Et donc, oui, il faudrait vraiment beaucoup de temps. D'autant que le sujet, bon, il y a des dimensions, je vais vous dire après, mais un peu scientifiques, puis d'autres qui le sont moins. Une partie politique et une partie scientifique, mais c'est une combinaison des deux. Donc, je me présente peut-être rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc une partie d'entre vous. Donc, je m'appelle Thierry Brugvin, je suis sociologue. Je ne suis pas spécialisé sur les questions d'urbanisme, les relations entre urbanisme et écologie, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de monde en France qui est spécialisé là-dedans, il y en a quelques-uns quand même. Souvent on a des écologistes, ou des environnementalistes scientifiques, et les écologistes politiques, c'est l'écologie politique, puis des fois on a une troisième catégorie qui est les urbanistes. Ça fait déjà 3 spécialités, hein, donc ceux qui réunissent les 3 c'est déjà assez rare. Donc moi je m'intéresse plus généralement aux questions d'écologie et sociale, donc là je suis quand même spécialisé dans ce domaine depuis un certain temps. Mais pas trop justement jusqu'à présent sur les questions urbaines. Et là du coup j'ai essayé d'investiguer un peu plus. En fait ce qui m'intéresse plus globalement, le principe plus général, c'est la relocalisation. Comment on relocalise la société au niveau économique, social. Donc là les 5 secteurs que j'ai indiqués ici, économique, social, culturel, écologique et démocratique. À peu près tous les secteurs de la société, on peut les analyser et trouver les réponses autour de ces 5 secteurs-là. Donc c'est un peu ça, ces 5 secteurs qu'il faut essayer d'analyser. Voilà, donc mon travail en fait il consiste, je travaille vraiment là-dessus au niveau global et du coup un des secteurs justement c'est la dimension des villes. Hein. Donc, voilà. Mais c'est un des secteurs parmi d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple la question internationale, les transports en général, ou l'économie tout simplement, hein. L'économie, donc là c'est la dimension spécifiquement des villes qu'on va travailler maintenant. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? En tout cas dans mon propos, je vais pas parler des VET, ou peut-être comme ça par moment. Les VET dans le projet de Besançon. Dans le débat, je pense que ça va venir, parce que c'est quand même un peu... après ça sera, disons, un truc concret, on parlera de ça. Mais là je vais rester plus... Dans un premier temps, je vais essayer de rester plus large, pour essayer de comprendre surtout les problématiques en fait. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué. Hein, vous avez vu, j'en ai listé, là combien ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc déjà 8 axes sur lesquels on pourrait déjà faire 8 conférences si on voulait, enfin 8 réflexions, 8 débats. Et là en fait, dans le premier c'est pour avoir une vision globale. En fait à bout d'un moment il faut combiner tout ça. Donc ça devient assez compliqué hein, quand même. Voilà, donc là je vais essayer de défricher juste pour avoir un peu des idées un peu, puis après dans le débat on parlera de ce qu'on veut. Peut-être un autre élément pour cadrer un peu le débat, je reviendrai tout à l'heure, c'est sur la question des villes, il y a plein d'aspects. Je vous dis à nouveau, il y a les 5 aspects démocratiques, social, culturel, écologique. Là, en fait, c'est la question plus alimentaire et écologique qu'on va aborder. Moins la question sociale, même si par exemple sur les VET, il y a la question du social qui compte au moins autant que le reste, dans les argumentations. Et moins la question, pas trop la dimension démocratique, etc. Donc plus la dimension économique et alimentaire, du moins alimentaire et écologique. Mais quand on lit les deux, alimentaire et écologique, l'alimentaire c'est un peu de l'économique quand même. Et puis il y a un lien entre écologie, disons, et... Enfin pour l'alimentation, il y a une dimension écologique dans l'alimentation, puis une dimension économique. Voilà. Donc c'est ça l'angle. Bon, dans le débat, si on peut dévier, mais il faut quand même essayer de revenir là-dessus parce que le sujet est immense. Alors, pourquoi en fait, pourquoi parler de ce genre de cette question? Pourquoi chercher à créer des villes soutenables au plan écologique et alimentaire? En fait, on s'est rendu compte par exemple avec la crise du coronavirus dans les magasins, je ne sais pas si vous avez vu, si vous devez faire des courses à ce moment-là, quelques jours après quand on a été confinés, les magasins étaient commencé à devenir vides, un petit peu comme à l'époque soviétique.
hein. Et donc on voit que l'autonomie alimentaire, elle est vite très limitée. Et donc c'est un peu ça l'enjeu, déjà, de trouver une autonomie alimentaire, mais dans un but écologique, c'est-à-dire en fait, puisque la Terre elle est de plus en plus comment dire, mis à mal pour des raisons climatiques, il faut trouver des solutions. Et une des solutions, c'est justement créer des villes le plus possible écologiques. Et voilà, donc elles sont. Ça c'est un premier élément. Et s'il y a un problème disons, alimentaire et autres, plus on est soutenable au niveau économique aussi, plus ça, on peut se trouver des solutions. Donc l'idée c'est de relocaliser. Alors du coup, comment on fait? Comment on fait pour relocaliser? Comment on fait pour relocaliser, voilà, et que la ville devienne soutenable? C'est un peu différent malgré tout. Alors il y a plusieurs critères que je vous ai indiqués, donc je vais suivre un peu le plan qui est là. Hein. D'abord le niveau de densification. Hein. Est-ce qu'il faut une densification qui soit forte ou faible, hein. Et peut-être même avant, pour faire plus simple, c'est le niveau, la taille des villes. Hein. Il y a des villes immenses, les plus grandes villes elles font je crois 35, ça va être Tokyo avec 35 millions d'habitants. Les plus petites, il n'y a pas de plus petites, hein. Quand vous habitez tout seul dans une maison c'est déjà une micro, enfin voilà. Et donc Besançon c'est aujourd'hui 115 000 habitants. Et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'une ville comme Besançon par exemple, est-ce qu'elle est soutenable au niveau, avec cette taille-là, au niveau écologique et alimentaire? Alors, après, sur la démographie, il y a plein d'avis différents. Par exemple, Platon disait que, mais bon, c'était il y a longtemps, hein, prenez pas les questions d'écologie, c'était plutôt les questions de démocratie. Il fallait pas plus de 30 000 habitants. Voilà. Fotopoulos, un autre chercheur, dit que pareil, reprend un peu cette idée-là. Sur la vidéo que j'ai envoyée, quelqu'un m'a dit que j'ai pas fait gaffe, que le chercheur disait que, donc c'était un géographe dans le même problématique que nous, il est limité à 10 000. La ville de Dole, par exemple, elle fait 23 000, elle a été à 30 000 dans les années 70. Moi j'ai lu 20 000 hier, mais je sais même plus non. 20 000 Ouais. Une ville soutenable? Voilà. Bon, après, vous voyez, Peut-être dans ce que tu as envoyé. peut-être ce qu'il avait dit, bon, voilà, mais je réécouterai aussi ce qu'il disait. C'est écrit. Et en tout cas, dans ce que j'ai pu lire droite à gauche, mais là pour le coup c'est pas scientifique, c'est plutôt essayer de trouver un cadre, ça allait de 30 000 à 60 000. 60 000 c'est une ville comme Troyes, comme la ville de Niort par exemple, ou Lens. 30 000 c'est, attendez, je dis pas de bêtises. 30, ouais, comment dire. Bon alors là du coup ça va trop vite. Bon, enfin, je reviendrai tout à l'heure sur la taille. Ah oui, voilà, j'ai trouvé, je crois. Et oui, voilà, les villes de 30 000 habitants, c'est Cambrai, Lens, Nevers. Dole avait 30 000 habitants, maintenant ils sont à 23 000. Des villes de 60 000, c'est Chambéry, Niort, alors non. 30 000, Cambrai, Lens, Nevers. 60 000, Chambéry, Niort ou Troyes. Voilà. Donc Dole, qui est pas très loin de chez nous, c'est donc 23 000, ils sont plus à 30 000. Voilà. Besançon, on est donc par rapport à ça, ce critère-là. Mais bon, vous voyez, c'est pas scientifique, hein. C'est d'essayer de trouver des choses soutenables. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de trouver une ville qui soit finalement, si elle est trop petite, elle n'a pas d'autonomie économique et alimentaire. Parce qu'en fait, bon, alimentairement, si vous pouvez toujours, si vous êtes que paysan, vous pouvez toujours. Faut que j'aille plus vite parce que je vais passer 1 heure sur un sujet comme ça. Même c'est vite compliqué. Il faut que je sois plus simple, même si c'est un peu abstrait, sinon on va pas pouvoir débattre. Bon, en tout cas, pour essayer de faire court. Si vous avez une ville trop petite, vous n'êtes pas autonome, vous pouvez à la limite manger, parce qu'on peut être paysan, se contenter d'avoir son propre champ. Mais il n'y a pas que ça, aujourd'hui il faut avoir un métier, enfin aujourd'hui on a un métier, pas forcément tous paysans. Donc aujourd'hui si vous habitez dans les villages, vous roulez pour aller dans les grandes villes, trouver un autre métier que paysan, en général c'est à peu près ça, quoi. Donc il faut trouver une taille qui permet d'avoir tous les métiers dans une ville. Là c'est disons l'autonomie économique déjà. Hein. Et du coup il y a un lien entre autonomie économique et alimentaire. Si c'est que alimentaire, un petit village ça suffit. Mais quand c'est économique, il faut élargir. Voilà, faut trouver la taille optimum pour ça. Si c'est trop grand, vous faire de plus en plus de déplacements. Hein, par exemple, la ville de Paris. Les exemples, je vous les donnerai tout à l'heure pour le détail, parce que là, du coup, la ville de Paris, il faut faire, je crois, jusqu'à 100 à 200 km. Si tout était végétalisé, hein, non, attendez, alors, du coup, je vais trop vite comme j'ai pas mes notes. Pour nourrir les habitants de Paris, il faut en moyenne 200 à 300 km de rayon autour de Paris pour pouvoir nourrir les habitants de la ville de Paris. Voilà.
Donc vous voyez que c'est pas... Elle est beaucoup trop grande, hein. Il n'y a que 2 millions d'habitants, c'est beaucoup trop grand. Donc il faut des villes beaucoup plus petites. Voilà. Si par exemple, bon là j'avance un peu sur l'autre sujet, mais voilà. Alors ça c'est pour la taille des villes. Ensuite il y a la densité des villes, en fait. Parce que si les villes sont très denses, en fait la question qui se pose, alors là c'est compliqué, il y a une courbe qui a été développée par Newman, un urbaniste, qui fait en fait qui montre deux axes, en fait l'axe de densité, des villes très denses, des villes très peu denses dans un sens, et puis de l'autre axe c'est la dépense énergétique. Voilà. Donc c'était en 99-2000 qu'il a fait ça. Donc il y a un lien entre dépense énergétique et empreinte carbone, parce que plus vous émettez d'énergie, plus vous émettez de carbone, de CO2. Et donc en fait il s'est rendu compte que la pire émission de CO2 c'était les villes comme Los Angeles, des villes qui sont très grandes, avec pas beaucoup de densité, donc des petites maisons. Et voilà. Et ce qui était plutôt mieux, après c'est là qu'il y a débat, vous allez voir après, ce qui était plutôt mieux c'était des villes avec une densité forte, donc il a pris deux exemples de villes, alors je sais pas si j'ai les densités de tous, bon, dans le débat je verrai après, je vais pas entrer dans le chiffre de toute façon maintenant, parce que... Et donc des villes qui étaient plus denses, donc denses comme Hong Kong, Moscou, je crois que c'est autour de 6000 habitants au kilomètre carré, qui avaient les meilleures performances. Donc des villes quand même denses. Hein. Mais moins que Paris. Paris, on est à 20 000 habitants au kilomètre carré quand même. Et la ville de Los Angeles, je sais plus trop, mais bon, c'est nettement moins, ça doit être autour de 2000, un truc comme ça. Donc la meilleure performance, c'était celle-là. Et puis il y avait entre les deux des villes comme Copenhague, etc., qui sont à 4000 habitants au kilomètre carré. Alors après, il y a une controverse par rapport à ça, c'est que en fait, personne n'est vraiment d'accord sur les théories chez les urbanistes, ils sont tous entre rien que sur ces éléments-là, qui disaient qu'en fait, si les villes commencent à devenir vraiment très denses, comme Hong Kong, Moscou et tout ça, ou même Paris encore pire, on l'est déjà, Paris c'est encore plus, en fait, les citoyens, les habitants, ok, c'est assez économe au niveau écologique et au niveau du carbone. Par contre, pour disons la semaine, mais comme ils n'en peuvent plus de vivre dans des villes comme ça de trop de densité, dès qu'ils partent le week-end, ils vont loin. Et donc ils augmentent énormément leur empreinte carbone. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc il faut prendre une fois dans le calcul, et apparemment je n'en ai pas trouvé pour l'instant, un calcul qui prend en compte l'ensemble du déplacement d'un citadin, mettons, de Moscou, ou de Hong Kong ou même de Paris, mais sur toute l'année. Hein, voilà. Et après, dans les calculs, c'est pour ça que je vous dis, il y a l'autre élément, c'est pas juste la distance qui compte, c'est pourquoi est-ce que les gens bougent, c'est pas forcément parce que c'est pas agréable la vie, la qualité de vie est mauvaise, qu'on vit qu'entre du bitume et du béton, c'est qu'en fait, il y a aussi l'autre élément, c'est aussi les moyens. Dans les grandes villes, généralement, les gens sont plus riches. Pas tous, mais en tout cas, la plupart. Habiter Paris, Moscou ou Hong Kong, faut avoir les moyens, ça coûte cher. Donc ça veut dire que si les gens bougent aussi beaucoup, c'est pas forcément seulement parce que ça leur plaît pas de rester dans leur truc, c'est aussi parce qu'ils ont les moyens de bouger. Vous voyez, c'est pas facile de faire des calculs scientifiques. Donc après, chacun y va un peu à son intuition. Ça devient assez politique. Hein, tant qu'il y a la science et la politique, ça peut se recouper, mais il y a quand même pas, c'est pas forcément pareil. Voilà. Donc là, j'en suis à 10 minutes, donc faut pas que je traîne de trop. Donc on a vu la démographie, la densité, hein, c'est les deux éléments. Ensuite, le troisième élément, c'est la superficie. On a vu superficie. Superficie. La superficie, c'est quelle est la taille optimale, hein, parce que bon, la densité, vous voyez bien, vous pouvez la faire grossir. Ça dépend aussi vous pouvez faire grossir les villes verticalement. Vous pouvez mettre beaucoup plus de monde, mettre beaucoup plus de bars. Et puis à l'inverse, vous pouvez mettre des villes. Même avec même hauteur, vous pouvez mettre beaucoup plus d'habitants, des personnes dans les habitations aussi, ça dépend. Le record mondial, à Besançon par exemple, la densité de population, bonjour, assieds-toi, où tu veux par là-bas. La densité de population à Besançon, c'est 1780 habitants au kilomètre carré. Le record, donc je vous disais Moscou 6000, Paris 20 000, voilà. Le record mondial, c'est un quartier de Hong Kong, ils sont arrivés à peu près à 1,5 million. Mais c'était pas 1,5 million, hein. C'était juste une surface assez petite. C'était 33 000 personnes, 33 000 à 60 000 personnes dans une zone dans une zone de 26 000 m². Donc ça donnait des densités hallucinantes. Donc au bout d'un moment, ils ont
Le gouvernement de Hong Kong a décidé qu'ils arrêtaient tout ça, mais bon, voilà, ça devenait pas possible. En plus, c'était gouverné par les mafias, donc il fallait arrêter. Mais bon, en tout cas, ils ont été ça, jusqu'à ce record. Et voilà, donc quand... Après, il y a la question de la surface. Est-ce qu'il faut des villes Enfin, c'est un peu lié à la démographie. Oui, c'est différent. On peut avoir une ville, je sais pas, quand on prend 120 000 habitants, c'est le cas de la ville de Besançon, 115 000 maintenant. Ça peut se tenir sur 20 km de diamètre, ou 50, ou bien 3 km. Donc là, la densité va varier. Donc quelle est la bonne surface? C'est ça. Si c'est beaucoup trop dense, au bout d'un moment, il n'y a plus de végétation. Donc là, intuitivement, je dirais, mais là ça engage que moi finalement, pour moi une ville un peu idéale, c'est une ville où justement, où il y a assez de densité pour éviter d'avoir des trucs qui soient immenses, hein, mais qui ne soient pas non plus trop grandes. Parce que sinon, il faut faire des parcours, des descentes de plus en plus grands pour s'alimenter puis aller travailler. Puis à l'intérieur aussi des transports, parce que plus la ville est grande, enfin les villes très peu denses comme Los Angeles, par exemple, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas faire de transport en commun. Hein, parce qu'il y a tellement peu de gens, d'ailleurs c'est pareil dans les quartiers périphériques de Besançon, le transport en commun, il y a très peu de densité, de fréquence, parce que les gens, ils prennent jamais le bus en fait, c'est tellement... Enfin, ils prennent pas le bus parce qu'il n'y a pas de fréquence, mais c'est aussi parce qu'il y a peu de fréquence. Comme il y a pas beaucoup de gens, c'est un cercle vicieux. Voilà. Donc à Los Angeles, on circule en voiture, on ne circule pas en bus. Donc ça c'est pas la dimension écologique. Enfin si aussi. La dimension sociale et écologique, parce que du coup c'est vrai que les bus c'est plus écologique que les voitures. Ou les trams par exemple. Vous voyez qu'il y a un lien entre les deux. Voilà, donc je disais un peu la ville idéale de mon point de vue, ça serait donc pas des immenses gratte-ciel parce que c'est pas agréable de vivre dedans, ni que des maisons tout court parce que c'est écologiquement, économiquement pas soutenable, plutôt un système avec 3-4 étages, hein, pas vraiment plus, et puis du coup avec vous augmentez les surfaces végétales, vertes, hein, par exemple en particulier les zones forestières. Ça vous empêche pas de cultiver aussi en dessous, si vous voulez, mais voilà, et donc dans les villes c'est plus agréable aussi d'avoir plutôt des arbres que uniquement du gazon. Si on fait mieux que ça quand on veut faire du maraîchage, on peut mettre aussi du maraîchage. Mais on peut faire les deux, on peut avoir aussi si on veut augmenter l'intensité, disons, agricole, avoir des arbres pour protéger de la chaleur, pour augmenter l'oxygène, etc. Et puis donc beaucoup d'arbres. Et avoir dessous, si on veut optimiser, mettre du maraîchage, si vous voulez. Mais s'il n'y a que du maraîchage sans arbres, c'est moins agréable à vivre. Et puis de toute façon, ça ne suffit pas. Je vous disais tout à l'heure, la ville de Besançon, ils ont fait le calcul. Faut que je retrouve aussi. Ils ont calculé qu'en fait, déjà Besançon, si toutes les zones vertes étaient utilisées pour le maraîchage, la ville ne serait pas, autonome. Et alors là, j'ai retrouvé les chiffres, je vais vous les dire comme ça maintenant, ça sera fait. Pour la ville de Besançon, pour le Grand Besançon, hein, si tout était, végétalisé, on cultiverait uniquement 24% des besoins. Pour la ville de Sheffield en Angleterre, qui est l'équivalent de la ville de Lyon, 30% des besoins. Pour la ville de Paris, 6 à 7% des besoins. Et donc le maraîchage en ville, c'est bien, il faut le faire, ne serait-ce que pour sensibiliser. Enfin aujourd'hui, si on met si toutes les zones de gazon deviennent vertes, il ne suffit pas à rendre la ville autonome. Ça veut dire qu'il faut élargir ces zones-là. Donc élargir où? À l'extérieur de la ville, hein, mais pas à des centaines de kilomètres de la ville, tout autour de la ville pour diminuer les distances, c'est ça l'idée. Bon, aujourd'hui, des villes comme Paris, c'est plus, déjà il faudrait qu'il y ait 2 à 300 km de surface pour nourrir tout le monde, et donc ça veut dire que l'alimentation des Parisiens fait plus que 200 km, ça veut dire qu'elle vient même du monde entier, hein. D'ailleurs la nôtre aussi a Besançon. Alors le point suivant, c'est la question de peut-être je ferai à la fin ça, je vais rester sur les questions de végétation. Donc là en fait j'ai parlé tout à l'heure des questions de... Là je peux me lever pour l'image. J'ai parlé tout à l'heure, à l'instant en tout cas, de la question de rapport entre zone végétale et zone urbaine. Donc c'était la surface, donc là il faut trouver des pourcentages adéquats. Hein, pour l'instant c'est pas adéquat en fait. Voilà. Ensuite, la disposition, où on dispose aussi les zones. Alors déjà, les zones urbaines et végétales, bon là je vous ai un peu dit comment ça pouvait être. Après il y a la proportion où on dispose les zones agricoles et les zones forestières. J'ai un peu répondu aussi, donc je ne reviens pas dessus.
Mais ça, ça peut être... les vêtements, par exemple, c'est dans la ville, parce que c'est le plus adapté. Voilà. Et après, au-delà de ça, j'avais mis ça dans le petit article que j'ai écrit, il y a le modèle théorique, là on est dans un modèle théorique. Hein. Enfin, c'est comment, dans l'idéal, si vous étiez un grand urbanisme, il n'y a qu'en Chine qui font ça, à la limite, ou dans les villes nouvelles. En France, ça arrive plus trop. Vous imaginez votre ville idéale, puis vous la composez et vous la créez. Hein, puis vous mettez les gugus dedans. Donc ça, il n'y a qu'en Chine, guerre maintenant, ou peut-être quelques villes nouvelles à l'époque à Paris que ça existe. À Besançon, c'est pas comme ça. À Besançon, la ville existe depuis plus de 2000 ans. On fait avec. Concrètement, si on fait avec, mon intuition, mais vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes ici, je pense que vous êtes plutôt d'accord avec les gens qui sont ici, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est qu'en fait, puisqu'il faut diminuer la taille des villes, en surface, la densité c'est compliqué. Hein. Vous avez vu, c'est un peu plus compliqué. Souvent l'argument c'est là-dessus, qui est avancé là-dessus. Donc moi je dis que c'est plus discutable. Par contre, un argument qui me semble plus intuitivement, on n'est pas toujours c'est pas très scientifique toujours tout ça. Plus basique, c'est qu'en fait il faut réduire la taille des villes. Parce que plus elles sont grandes, ça c'est basique, hein, plus moins elles sont autonomes. Donc comment on réduit Besançon, c'est déjà une grande ville, hein, 115 000 habitants par rapport au modèle qu'on disait tout à l'heure, entre 10 000, 20 000, 30 000 ou même 60 000, ça fait beaucoup plus. Donc si on veut que la ville soit autonome au niveau alimentaire, économique et écologique, il faut qu'elle réduise. Et donc concrètement, si on rajoute des bâtiments à Besançon ici, dans cette zone-là, on va augmenter la densité. Enfin, pas la densité, la démographie, puis du coup aussi la densité, parce que c'est dans la même surface. Donc si on voulait garder la même densité de la ville de Besançon en diminuant la surface, on pourrait effectivement prendre tous les gens qui sont autour de Besançon, vous les prenez, vous les mettez au VET et vous diminuez la taille. Ça c'est théorique. On va pas dire, moi une fois on était à un débat là, pendant les élections, tous les gens qui étaient autour de Besançon c'était à Tise. Je leur ai dit, ce serait bien si vous aviez des habitations, des HLM, mais eux ils s'en veulent pas. Ils sont chez eux, ils sont de la propriété, on ne va pas les déloger. En tout cas, dans le système démocratique, ça va prendre un certain temps. En tout cas, on peut préempter au fur et à mesure, puis au bout de 10, 20 ans ou un siècle, on aura toute la zone de Besançon, puis on pourra à ce moment-là mettre les champs à la place. C'est ça le projet, mais ça va prendre un temps infini. Et puis, vous savez, le réchauffement climatique, on donne l'échéance de 2100, mais bon voilà, c'est déjà une échéance, c'est vite fait, c'est dans 80 ans. Mais il faut aller plus vite. Voilà. Donc, pour rappeler l'enjeu du réchauffement climatique, je pense que vous êtes tous un peu conscients qu'on donne non plus aller vite, mais c'est qu'en fait, si ça se réchauffe, on va pas plus bronzer à Besançon, vous voyez comme aujourd'hui on ne bronze pas, mais surtout c'est qu'à la fin tout est sec, et comme tout est sec, l'agriculture dessèche, et comme il n'y a plus d'agriculture, on ne mange plus à notre faim. On n'arrive plus à boire et surtout plus à manger, il faut les deux. C'est ça l'enjeu principal du réchauffement climatique. Ça c'est les avions de Macron qui viennent remercier, pas Truc de France, non peut-être pas, mais qui passaient au-dessus de Besançon normalement pour remercier les soignants. L'argent à dépenser. Je vous disais, il y a 5 secteurs à prendre en compte. Hein, donc là, on n'en prend que 2 en fait, économique et écologique pour l'instant. Et après, l'autre élément qui est un peu lié quand même, qui est presque, d'une façon qui est un peu, presque hors sujet en fait par rapport à notre propos, mais je le dis quand même, c'est ce qu'ils appellent, c'est une autre forme de densité, la densité de diversité, ça c'est un truc de jargon d'urbaniste, hein, ils ont chacun leur vocabulaire, des opportunités, disons, économiques, culturelles ou sociales. L'autre sujet qui est un petit peu hors sujet, enfin c'est un peu hors sujet parce que notre sujet c'est économique, autonomie économique et alimentaire et écologique. Donc là, l'autre élément, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une ville est agréable à vivre? C'est pas uniquement en fonction des 2 critères que je viens d'évoquer, d'ailleurs ça peut même être très désagréable si on prend que ces 2 critères-là. C'est si vous avez beaucoup d'opportunités culturelles, il y a beaucoup de loisirs, beaucoup de possibilités de travail, beaucoup de possibilités sociales, de rencontres avec les gens. Voilà, c'est pas uniquement. Puis après, du coup, écologique, c'est aussi elle est verte, donc elle est agréable à vivre. C'est tous ces éléments-là qui font qu'une ville, on a envie d'y vivre. Voilà. Et donc, pour beaucoup d'urbanistes, ils trouvent que Paris, et ils ont raison de ce point de vue-là, Paris, elle est super à tous ces niveaux-là, sauf au niveau écologique ou de la qualité de vie, parce qu'il n'y a plus beaucoup de verre en fait. Hein. Voilà. Mais sur tout le reste, vous avez un maximum d'opportunités de travail, de loisirs, de rencontres. Voilà, il y a des métiers qu'on peut faire qu'à Paris, etc. Donc, la diversité et la densité, ça c'est la densité des opportunités, elle est top. Voilà. Mais alors écologique, ils ne sont pas du tout autonomes au niveau écologique et alimentaire. Voilà. Donc il faut trouver, pareil, à nouveau un compromis entre les deux. Hein. Donc la question, on ne va pas la résoudre ce soir, mais c'est, ok, on diminue au maximum les villes pour qu'elles soient autonomes au niveau alimentaire et écologique, mais il faut quand même qu'on ait envie d'y aller. Par exemple, s'il y a de moins en moins de gens qui viennent à Besançon, hein, Dole est passé
de 30 000 habitants à 23 000, ils sont partis à Dijon, à Besançon ou ailleurs, c'est que justement, c'est moins attirant, il y a moins d'opportunités. Voilà. Donc il faut trouver, c'est des choix en fait qu'il faut faire. Voilà. Donc en fait, pour finir avec ce que je viens de dire, donc là ça fera presque 30 minutes, en fait, il faut faire des compromis avec tout ça, vous voyez. Si on prend qu'un critère, à la limite c'est à peu près facile, mais quand on en prend un autre, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est la question auquel on va discuter ensemble, c'est comment on crée une ville qui est soutenable écologiquement et économiquement, hein, et alimentairement aussi, avec la meilleure densification, la meilleure démographie, la meilleure surface, les opportunités économiques, culturelles et sociales, où on place les zones urbaines et végétales, et puis quelle proportion, où c'est qu'on met les zones agricoles et les zones forestières, et voilà. Et puis ça, il y a différence sur les... Et puis après, comment on combine les différents secteurs, etc. Sachant que bon, plus les villes sont petites, plus elles sont démocratiques aussi, ça c'est un élément qu'on peut ajouter, mais bon, ça c'est un peu un sujet différent, on pourra le refaire sur un autre débat si on veut.